Oui, je vais essayer de tenir dans le délai qui m'est imparti, qui nous est imparti. Oui, je pense que c'est important de parler du problème financier, du problème de la dette, même si c'est peut-être un problème relativement spécifique à l'ensemble des pays européens, ce qui est quand même pas tout à fait rien. Cet obstacle est peut-être moins directement présent dans d'autres pays. Et donc, ce que je voudrais, c'est ici essayer de démonter brièvement le storytelling qui nous est fait sur la sécurité sociale, la protection sociale en général, et puis son endettement qui serait un obstacle et qui empêcherait toute évolution, cette évolution qui n'est pas linéaire, c'est le cas de le dire, dans notre situation. Premier point, c'est pourquoi parle-t-on de la dette ? C'est devenu aujourd'hui un obstacle relativement majeur, en tous les cas dans la bouche des responsables publics. Or, c'est une mise en scène récente. Philippe Auguste, il ne s'est pas trop embêté avec les Templiers, et les emprunts russes sont encore dans toutes les têtes. Donc quelque chose qui est cohérent avec, je dirais, un affaiblissement de la souveraineté. Et bien évidemment, la dette dans un pays comme le nôtre et dans les pays européens est mise en avant que parce qu'elle est mise en scène au niveau européen par les traités. C'est d'abord l'interdiction qui est faite aux banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales de prêter aux institutions publiques, qui donc sont obligées de s'endetter auprès d'investisseurs privés. Donc la dette publique, ça veut dire qu'on s'endette auprès du privé. C'est bien sûr, on a tous en tête Maastricht, pas plus de 60%. Or, du PIB, c'est une norme qui était édictée par le traité de Maastricht. Or, la France est aujourd'hui tangente les 100%. Voilà, pour dire les choses un peu rapidement. Donc, elle est largement hors des clous, mais évidemment, elle n'est pas la seule, puisque la crise de 2007-2008 est passée par là et que tout le monde est extrêmement endetté. Et puis, comme les limites étaient explosées au lendemain de 2007-2008, on en a rajouté une couche avec le fameux TSCG de 2012. Le président de la République de l'époque avait fait campagne en disant qu'il allait renégocier ce TSCG. Évidemment, 3 jours après son accession au pouvoir, il s'est dépêché de le faire ratifier. Il l'a été par sa majorité parlementaire à la fin de 2012. Or, ce TSCG nous enserre et nous étrangle d'une certaine façon, puisqu'il y a d'une part la célèbre règle d'or de l'article 3 qui dit que les institutions publiques ne peuvent pas être en déficit. Oui, donc évidemment, la dette, c'est plus que pas bien, c'est enfreindre la norme, et le renforcement de la procédure dite de déficit excessif. Vous avez peut-être pu voir hier dans la presse que la France fait partie des 6 pays, alors de mémoire, Grèce, Italie, Espagne, Portugal, France et Belgique, qui sont dans le collimateur de Bruxelles pour déficit excessif, c'est-à-dire supérieur à 3% du PIB. Il faut bien voir que c'est une rupture majeure par rapport aux régulations qu'on avait coutume de mettre en œuvre. Moi, je suis un vieux technocrate. J'ai vécu sous l'empire du keynésianisme où le déficit public était plutôt quelque chose qui permettait, vu comme quelque chose qui permettait de relancer et de soutenir la croissance. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Faire ça, c'est pas bien. Et j'ai regardé sur le site de l'Union européenne, à des procédures de déficit excessif, qu'est-ce qui est inscrit ? Je vous cite intégralement. Entre 2011 et 2013, l'Union européenne a introduit des règles plus strictes pour contrôler de plus près les dettes et déficits publics et veiller ainsi, écoutez bien, à ce que les États membres ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Ben voilà l'obstacle. L'obstacle financier, il est là. Il est dans le décor institutionnel planté par l'Union européenne et évidemment validé par les pouvoirs publics et leur majorité. Or, il
faut bien le dire, cette discipline aveugle, celle d'un nombre fixe, n'a pas beaucoup de sens aux yeux d'un économiste, que j'espère être encore. Et les critères qui sont mis en avant n'ont pas beaucoup de sens non plus pour un analyste. Parce que la dette de Maastricht, c'est une dette brute, c'est-à-dire c'est l'ensemble du passif brut. Or, d'abord, vous pouvez être endetté et puis avoir un peu de sous à la banque, avoir un livret de caisse d'épargne, vous avez des disponibilités, donc il y a déjà ça que vous pouvez mobiliser, c'est ce qu'on appelle la dette nette, donc la dette brute moins les disponibilités parfaitement liquides, ça s'appelle une dette nette. Et puis les analystes financiers, eux, ça ne les intéresse pas beaucoup de regarder que ça. Ils regardent plutôt ce qu'on appelle le passif net, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des dettes, et de l'autre côté, vous avez des créances. Vous avez bien sûr un livret de caisse d'épargne, un peu de sous à la banque, mais vous avez par exemple un PEA avec des actions, ce n'est pas immédiatement liquide, mais vous pouvez, si vous en avez besoin, l'utiliser. Donc moi, dans ce que j'avais préparé pour ici, j'appelais ça la dette super nette pour pas qu'on se complique trop l'existence. Je voudrais juste dire la différence pour ce qui concerne les organismes, les administrations de sécurité sociale en France, si je retrouve mon tableau. Voilà. Pour les administrations de sécurité sociale, la dette brute, la dette maastrichtienne, était en fin 2000... oui, c'est ça. Au deuxième trimestre 2017, de 232 milliards d'euros. La dette super nette, c'est-à-dire le passif net, était de 31 milliards. Vous voyez, il y a une petite différence. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puisqu'encore une fois, les 8 minutes commencent à s'étirer. Mais vous voyez bien que le type même, donc le décor est planté par les traités, et ensuite la mise en scène, le storytelling, il est quelque peu biaisé par rapport à l'approche qu'on pourrait essayer d'avoir. Donc je vais prendre la sécurité sociale et le régime général comme point d'illustration de mon propos français. On nous dit que la sécurité sociale est en déficit. Le RG est en déficit. Bon, très bien. Sauf que quand vous regardez d'un peu plus près, c'est avec le FSV, le Fonds de solidarité vieillesse. Donc c'est les régimes plus le Fonds de solidarité vieillesse. Or, le Fonds de solidarité vieillesse, pardon d'être un peu technique, mais c'est quand même important de faire quelques distinguos. Le FSV, il sert à valider les cotisations vieillesse des chômeurs et à payer le minimum vieillesse. C'est-à-dire que le FSV, en fait, historiquement, est une institution d'État financée par des impôts et abondant les régimes. Il n'est pas un régime de sécurité sociale. Or, il est très profondément en déficit, ce qui est totalement anormal, ce qui est une façon pour l'État, en fait, d'expédier sur la sécurité sociale en général une toute petite partie de son déficit. Par ailleurs, une fraction de la CSG est déportée du côté de la gestion de la dette, il faudrait le réintégrer. Pour dire les choses rapidement, alors qu'en 2017, dans les comptes de la sécurité sociale, la commission des comptes de la sécurité sociale, le RG est présenté à 5,5 milliards de déficit. Une fois ces retraitements, si j'ose dire, techniques faits, il est en léger excédent à 1,6 milliard. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la présentation même, outre la discussion, comme je l'ai fait tout à l'heure, du décor institutionnel, on biaise avec les chiffres, comment dire, ils ne sont pas faux, ils sont organisés d'une manière à viser une certaine mise en scène, qui est la mise en scène du déficit. Donc, le régime général n'est plus en déficit, et si on regarde de près les perspectives, je dirais que même si on peut discuter la façon dont les régimes ont été mis en équilibre, voire en futur excédent, il n'y a pas d'obstacle financier pour l'avenir proche, en tous les cas, du côté de la sécurité sociale. Et j'en viens à la dette pour en terminer. La dette, elle est gérée, alors là aussi c'est un peu technique, d'une part par l'ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, c'est la banque de la Sécu, elle collecte les cotisations, elle gère la trésorerie, donc c'est la dette à très court terme, à moins de 12 mois, et par la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
La CADES, elle gère la dette, elle porte la dette à long terme. Or, les perspectives qui sont celles de la sécurité sociale permettent de dire que la dette de la COS, qui est une dette à très, très court terme, est une dette qui va se résorber avec le rééquilibrage des régimes, et les besoins de trésorerie ne seront pas très très importants, en tous les cas moins importants que ceux qu'ils ont été jusqu'à présent. Et la CADES a déjà amorti sur les 260,5 milliards qu'elle portait, qu'elle était chargée de gérer, a déjà amorti, si je retrouve mon chiffre, voilà, a déjà amorti, aura déjà amorti à fin 2017 139 milliards et demi, près de 140 milliards, c'est-à-dire qu'il lui reste 120 milliards. Oui, je conclus. 120 milliards. Or, ces 120 milliards sont financés d'une part, on l'a tous en tête, on le voit sur nos bulletins de paye ou de retraite, comme moi maintenant, par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, et par une fraction de CSG. En gros, pour faire simple, et c'est vous le trouverez dans l'annexe 9, il faut aller chercher, hein, l'annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ces chiffres ne sont pas cachés, ils sont comme dans les contrats d'assurance, vous savez, c'est en note de bas de page en police 3 ou en annexe 19 au contrat qu'il faut aller le chercher. Il faut faire un peu ce travail, et la dette de la sécurité sociale sera amortie sans aucun problème à fin 2023, tout début 2024, dans les conditions actuelles. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Et donc ma conclusion à moi, elle n'est pas tout à fait celle de mon institution de référence lorsque j'étais en activité. Que nous dit la Cour dans son dernier rapport sur la sécurité sociale? Ce rapport, c'est pas il y a très longtemps, c'est septembre, et j'en conclus. Hein, c'est mon dernier mot, comme dirait quelqu'un. Donc septembre 2017, rapport 2017 de la Cour des comptes sur la sécurité sociale. À court terme, le rétablissement des comptes sociaux exige, hein, c'est pas il faudrait que, faut voir, non, c'est exige, en tout état de cause, des mesures immédiates, et on n'est pas très inquiet à moyen terme, hein, immédiates de redressement, vous savez, les maisons de correction, les maisons de redressement, dans le vocabulaire, il y a tout ça, pour enrayer la dégradation des perspectives financières. Enrayer la dégradation des perspectives financières, alors que tout le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 nous dit qu'il n'y a pas de dégradation, il n'y a rien à enrayer puisque les perspectives s'améliorent. Bon. La dégradation des perspectives financières et accélérer le retour à l'équilibre, alors que c'est déjà équilibré, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on retraite quelque peu les comptes. Elles devront s'accompagner de la définition d'un schéma global d'amortissement de la dette, qui nécessite des choix rapides pour éviter d'en reporter une nouvelle fois le poids sur les générations montantes. Ben voilà, tout est dit, je vous laisse le soin de conclure vous-même. Merci.